On y va. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire où on va parler alimentation des ruminants et protéines, donc en partie autonomie aussi protéique. Avant d'aller dans le détail, petit point technique, ce webinaire sera enregistré. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser vraiment au fil des interventions via le chat. On prendra du temps à la fin du webinaire, une dizaine de minutes pour répondre à toutes ces questions. Et si besoin, on pourra aussi répondre par mail si jamais on manque de temps. En tout cas, dans tous les cas, à la suite de ce webinaire, on vous enverra un lien avec l'enregistrement, le replay, et puis les supports de présentation qui auront été utilisés. Aujourd'hui, cet après-midi, on sera 4 pour animer ce webinaire. On est 3 de Earthworm, donc Marie-Pierre et moi-même, donc Clément Fossa. On va vous présenter un peu des éléments de contexte et puis quelques projets qu'on met en place. Et puis on a la chance d'avoir Marie en support technique cet après-midi. Et en intervenant, on a également Raphaël Boré de l'Institut d'élevage qui va nous présenter rapidement les premiers résultats du projet Cap Protéines et puis donner un peu des perspectives de suite. On avait prévu un autre intervenant, Oxiane était prévu pour partager aussi un peu témoigner ce qu'ils font sur le sujet de l'autonomie protéique, en tout cas de la relocalisation de la protéine. Malheureusement, l'intervenant a un petit souci de dernière minute, donc il a dû s'excuser. Mais vous inquiétez pas, on s'est adapté, on a quand même plein de choses à vous raconter. En 2 mots, Earthworm, qui sommes-nous? Alors, nous sommes une ONG, donc une organisation à but non lucratif. On travaille sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Historiquement, on travaillait plutôt sur des matières premières à risque de déforestation, le bois, l'huile de palme. Petit à petit, on s'est aussi intéressé à la question du tourteau, du soja plus globalement. En France, on est un peu plus connu aussi avec l'approche et le programme Sol Vivant, notamment dans les Hauts-de-France, où là, on a plutôt une approche sur le sol, à l'échelle des systèmes de production en France, historiquement plutôt sur les systèmes de production végétale. Et donc, vous voyez rapidement, en fait, la thématique soja, la thématique production végétale sur le territoire français se sont croisées. On est arrivé sur la thématique de l'alimentation des animaux. Et maintenant, un peu plus globalement aussi sur les systèmes de production intégrant les productions animales. Dans le monde, on est en tout 280 salariés répartis sur 16 pays sur la thématique de la relocalisation de la protéine, plus spécifiquement. C'est plutôt centré sur la France. Et là, pour le coup, on est une cinquantaine de salariés en France. Donc voilà rapidement qui sommes-nous. En termes d'agenda, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui? Je vais vous présenter très rapidement le contexte pour qu'on ait un peu bien en tête d'où on part en termes de production de la protéine à destination de l'alimentation animale. Raphaël va, comme je le disais, va nous présenter un peu les premiers enseignements qu'on a, notamment via le programme 4 protéines, donc des solutions techniques qui existent aujourd'hui, qu'on connaît, pour relocaliser la protéine, en tout cas travailler sur l'autonomie protéique de nos exploitations. Et ensuite, donc Marie-Pierre et moi allons vous présenter des projets qui existent ou qui sont en cours de montage sur cette thématique avec une approche un peu plus globale, vraiment à l'échelle des territoires et des systèmes de production. Et comme je le disais, on prendra un peu de temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc déjà, rapidement le contexte. L'idée, quand on parle de relocalisation de la protéine, on parle souvent d'autonomie protéique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autonomie protéique? Ça va être le rapport entre la protéine qui est produite soit à l'échelle de l'exploitation, soit à l'échelle d'un territoire, par rapport à tous les besoins en termes de protéines pour le cheptel ou pour le troupeau. Donc, finalement, pour avoir un peu une idée de cette autonomie protéique, on a besoin de savoir ce que mangent nos animaux, d'où ça vient, et finalement, quelle part de protéines va apporter chaque élément dans la ration. Pour approcher un peu ces ordres de grandeur, vous avez ici, donc dans le graphique à gauche,
les principales rations utilisées aujourd'hui chez les herbivores en France, selon les différentes espèces. On va se concentrer déjà sur les bovins. En tout cas, ce qu'on voit sur les bovins, c'est un peu pareil pour les autres, c'est que, et c'est bien de le rappeler, nos bovins consomment majoritairement de l'herbe dans leur ration. On est à 49% d'herbe dans les rations pour les bovins laits, 78% pour les bovins viande, de l'herbe qui peut être à la fois pâturée ou conservée. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans les rations? C'est la part en jaune ou en marron plus foncé. Ça va être d'autres fourrages, type de l'ensilage de maïs ou encore du sorgho par exemple. Et finalement, ce gros bloc fourrage, il va représenter entre 80 et 90% de la ration de nos bovins en moyenne dans nos élevages français. Et les 10-20% qui restent, qu'est-ce que c'est? Ça va être des concentrés qui sont en général plutôt achetés par les exploitants, alors que les fourrages vont vraiment être produits sur l'exploitation. Et dans les 10-20% de concentrés, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des céréales. Alors pour le coup, les céréales peuvent être produites ou achetées par l'éleveur. Et quoi d'autre? Des coproduits ou des tourteaux qui là, pour le coup, sont globalement quasiment tout le temps achetés. Donc voilà, on a déjà un peu une idée de ce que consomment nos bovins, un peu d'où ça vient, mais finalement maintenant, quelle part de protéines va être apportée par ces différents éléments? C'est ce qui est présenté dans le graphique ici à droite. Si on se concentre sur les bovins laits, ce qu'on remarque, c'est 80% de l'alimentation des bovins laits, c'est des fourrages, donc de l'herbe, du maïs. Finalement, en termes d'apport protéique, ça représente 70%. Notamment du fait que l'ensilage de maïs, c'est un fourrage qui, lui, pour le coup, est riche en énergie, mais assez déséquilibré sur le rapport énergie-protéique. Donc c'est pour ça qu'ici, on a un peu perdu en termes de pourcentage. Donc en tout cas, 70% de la protéine est apportée par les fourrages, 30% par les concentrés. Je disais rapidement, c'est vraiment à la louche, c'est très caricatural, mais si on se dit 70% de fourrage produit sur l'exploitation, 30% de concentré acheté en termes d'apport protéique, on a ici un peu notre rapport d'autonomie protéique de nos exploitations, autour des 70%, d'après les références 4 protéines. Dans les faits, sur l'élevage laitier moyen français, on est à 68,8%. Donc c'est quand même assez proche. Donc voilà, on a une autonomie protéique à l'échelle de l'exploitation d'environ 70%. Si on se concentre maintenant sur les 30% apportés par les concentrés, qu'est-ce qu'on regarde? On voit qu'il y a 5% issus des céréales. Comme je l'ai dit, c'est soit autoproduit ou en tout cas produit à l'échelle du territoire. Oléoprotéagineux aussi produit à l'échelle du territoire, mais finalement, ça représente que 1%, c'est très peu. Coproduits céréaliers, pareil, ça va être produit localement. On va valoriser ici des coproduits des industries agroalimentaires du territoire. Si je saute et je vais sur la partie bleu clair, les autres tourteaux, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il va y avoir des tourteaux de colza, du tourteau de tournesol. Là aussi, on est capable de produire en France. On en importe un peu, notamment sur le tourteau de tournesol. Mais en tout cas, on est capable de produire ça localement. Par contre, là où on va être très dépendant des importations, quasiment totalement, ça va être sur la partie bleu foncé, le tourteau de soja, qui représente quand même 10% des besoins, qui apporte 10% de la protéine dans nos rations bovins lait. Finalement, on voit ici qu'on a une autonomie quand même assez globale de nos élevages bovins laitiers ou bovins, globalement de nos systèmes bovins. Par contre, on a quand même aussi une dépendance, notamment au tourteau de soja, qui est certes pas forcément énorme, mais qui existe quand même. Tous ces chiffres-là sont à relativiser, c'est vraiment des moyennes à l'échelle de l'élevage français. On sait très bien que, et on a la chance aujourd'hui en France d'avoir des diversités de systèmes de production liés à des contextes territoriaux, des contextes pédoclimatiques aussi très variés. Donc voilà, c'est des grands chiffres, des grandes tendances, mais c'est pas applicable partout en France, on en est bien conscient. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a à l'échelle nationale, on a une dépendance au tourteau de soja pour l'alimentation de nos ruminants. En quelques chiffres, donc le tourteau de soja, on l'a vu, c'est une des principales matières premières riches en protéines qu'on va utiliser dans nos rations. Qu'est-ce que c'est que les matières riches en protéines? Ça va être les tourteaux, par exemple, et les coproduits riches en protéines. On voit que les tourteaux de soja, c'est une grosse partie de tout ça.
Donc finalement, on est dépendant, on n'est pas autonome sur cette partie-là. On est à 54% autonome. Et sur la partie tourteau de soja, on est vraiment autonome très faiblement, uniquement à 10%, puisque sur les 3,8 millions de tonnes qu'on valorise chaque année via l'alimentation de nos animaux, on en importe 3,5. Et finalement, qui consomme ce tourteau-là? Ben, ça va se répartir en gros entre nos bovins, nos filières bovins, lait et viande, principalement lait, et puis les filières volailles de chair et poules pondeuses. Ce que montraient également un peu ces graphes là en rond, où vous voyez un peu la répartition de l'origine de la protéine, c'est que finalement on a deux sources de protéines pour alimenter nos ruminants. On a l'aspect fourrage, qui est vraiment majoritaire, sur lequel on peut avoir un maximum de levier, et on a l'aspect plus coproduit, pardon, pas coproduit, on a l'aspect concentré, où là on va avoir les protéagineux qui sont très faiblement représentés, mais on va avoir retrouvé les oléagineux qu'on va distribuer sous forme de tourteaux. Si on regarde un peu l'évolution des productions en France sur ces productions, ce qu'on voit ici à gauche sur la partie fourrage, c'est qu'en 50 ans, on a perdu une grosse capacité de produire de la protéine pour nos ruminants via les fourrages. Puisque si on regarde la SAU sur les légumineuses fourragères pures, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça va être la luzerne, le trèfle violet, le sainfoin. On a perdu 85% de notre SAU en 50 ans. Ce qui apparaît pas sur le graphique ici, c'est les prairies permanentes. Pareil, on a perdu 30% de notre SAU en prairies permanentes sur les 50 dernières années. Et en termes de prairies temporaires, là par contre, c'est plutôt stable. On a gardé un peu la même surface. Donc finalement, perte de production, perte de capacité de production de protéines pour nos ruminants via les fourrages. Si on regarde maintenant les oléoprotéagineux, alors on va se concentrer déjà sur les protéagineux. Ça va concerner le pois, les févroles, le lupin. On peut donner sous forme de grains aplatis, grains toastés ou extrudés dans les rations. Finalement, on l'a vu, ça représente peu en termes d'apport. Donc ça va se concerner en gros l'air qui est vert couleur herbe là, et au-dessus. Ce qu'on voit, c'est que cette part-là, elle diminue fortement depuis les années 94. On a perdu 70% de notre production en protéagineux. Là où la dynamique est un peu différente, ça va être sur les oléagineux, donc le colza, le tournesol et le soja, qu'on va plutôt apporter dans les rations sous forme de tourteaux, riches en protéines. Là, on a augmenté un petit peu la production, notamment sur l'aspect la production de colza via les biocarburants, etc. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que depuis 2010, il y a quand même une certaine stagnation. Et là, sur les 2-3 dernières années, on a aussi vu une chute de la production, notamment du colza. Donc voilà, en tout cas, malgré cette augmentation là depuis quelques années, ou voilà, depuis 25 ans, globalement, on a quand même perdu une capacité à produire de la protéine à destination de nos ruminants. Pourquoi? C'est lié en fait à des accords commerciaux, des accords politiques qui ont été signés. Et puis on va pas se le cacher aussi parce que le tourteau de soja, ça reste une matière première riche en protéines qui aujourd'hui, pour le moment en tout cas, n'est pas forcément très chère et techniquement, ça fonctionne très bien. Donc l'idée, c'est pas forcément de se passer en totalité de tourteau de soja, c'est pas un objectif en soi. Par contre, un des objectifs qu'on peut se fixer, c'est de réduire cette part de dépendance. Et c'est un peu ce qu'on voit, il y a des signaux faibles aujourd'hui qui existent depuis 2015, notamment aidés par la PAC. On voit une remontée très légère des surfaces en légumineuses et en protéagineux, mais ça reste très faible pour l'instant. C'est vraiment des signaux assez faibles. Donc pourtant, voilà, il y a un réel intérêt à travailler sur la production de légumineuses globale. Le terme légumineuse, ça va englober à la fois les légumineuses fourragères et les oléoprotéagineux. Travailler là-dessus, ça va permettre de réduire notre dépendance et augmenter un peu la résilience économique de nos exploitations, mais pas que. En effet, on sait très bien que aujourd'hui, on est dans un contexte où l'humanité se doit de répondre à différents enjeux environnementaux. Je ne vais pas vous représenter un peu le graphe à gauche là, qui présente un peu les 9 limites planétaires. Je pense que vous l'avez en tête. Aujourd'hui, on a sur pas mal d'aspects, on a dépassé un peu les limites.
notamment en lien avec des pratiques agricoles. Donc les pratiques agricoles sont en partie responsables de tout ça, mais sont aussi et surtout une des solutions là-dedans. Notamment, la relocalisation de la protéine peut répondre à de multiples enjeux. On sait très bien que ça peut répondre à l'enjeu carbone. Euh, Simplement via de la substitution, on peut être capable de réduire nos émissions. Une tonne de tourteaux de soja français, on sait que c'est 4 fois moins euh, émetteur qu'une tonne de tourteaux de soja brésilien déforestant. On sait qu'en intégrant des prairies, en intégrant des légumineuses dans nos rotations, on peut avoir un impact sur le stockage de carbone. Je ne veux pas relister tous les chiffres, mais c'est non négligeable. Euh, on sait que ça peut aussi avoir un impact sur la biodiversité. Les prairies, notamment, c'est un nid à biodiversité sur sur les espèces végétales, mais aussi sur la faune. On sait qu'en intégrant des légumineuses, en allogeant les rotations, on peut avoir des effets bénéfiques en utilisant moins de produits phytosanitaires, donc un impact aussi positif sur la biodiversité. On pourrait utiliser aussi moins de fertilisants minéraux comme l'azote, le phosphore, et donc potentiellement moins de pertes vers l'eau, vers l'air, etc. Donc voilà, finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que aujourd'hui, on a perdu une certaine capacité à produire de la protéine, produire des légumineuses plus globalement, euh, mais en remettre, travailler sur cette thématique permettrait de répondre à de multiples enjeux environnementaux, limiter les empreintes carbone, etc. Pourquoi ça se fait pas? Je vous disais qu'il y a des signaux faibles qui existent, mais finalement, ça prend pas beaucoup d'ampleur. C'est qu'en face, il y a de nombreux freins. Des freins techniques qui existent, des freins économiques. Je l'ai dit, un tourteau de colza, ça coûte pas cher, ça fonctionne. Pourquoi changer? Tourteau de soja, pardon. Et aussi des freins plutôt à l'échelle de organisation des filières. Donc c'est un peu l'idée de la suite du webinaire, ça va être de... Parce que qui dit frein, dit levier. Et finalement, les leviers aujourd'hui, on en a pas mal qui sont identifiés. Et donc l'idée du webinaire, c'est de vous lister un peu voilà, toutes les solutions aujourd'hui qui existent, aussi bien sur la partie technique. Raphaël, on va vous en parler, il en parlera bien mieux que moi. Mais aussi, à la suite, on reviendra aussi sur des leviers qui existent plutôt sur l'aspect économique et organisationnel via des exemples concrets de projets qu'on a construits ou qu'on est en train de construire chez Earthworm. Donc voilà, Raphaël, je te passe la main. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Raphaël Boré du service production laitière de l'Institut de l'élevage. Moi, je suis basé à Angers. Et donc, j'ai travaillé dans le cadre du projet Cap Protéines sur bah, les leviers pour réduire, pour réduire, pour améliorer l'autonomie protéique des élevages de bovins. Et donc là, on m'a missionné pour vous faire un topo sur les aliments et les leviers pour remplacer le tourteau de soja. Alors, pour moi, plutôt dans l'alimentation des vaches laitières parce que c'est la filière dans laquelle je suis spécialisé. Mais bon, la plupart de ces leviers sont aussi adaptables, utilisables pour la partie bovin viande. Tu peux passer à la suivante, Clément. Alors, quelle piste pour remplacer le tourteau de soja et gagner en autonomie protéique? Alors, la première étape, ça consiste déjà à travailler sur, avant de vouloir travailler sur la partie produire plus de protéines via des concentrés, des fourrages, etc. La première partie, ça consiste à travailler sur l'adéquation entre les besoins de notre troupeau et puis les ressources alimentaires qu'on est capable de produire sur un parcellaire donné. Donc, dit un peu plus simplement, ça ne sert à rien de vouloir nourrir soit trop d'animaux, soit des animaux avec des besoins trop élevés, si derrière on a un potentiel de sol ou une surface trop faible pour pouvoir nourrir ces animaux-là. Donc, bon, une fois qu'on a dit ça, il y a bien d'autres leviers pour améliorer cette autonomie. Et ça passe d'abord par optimiser le niveau protéique de la ration. En fait, ici, il s'agit juste de réduire en fait ce niveau protéique de ration, quitte à produire peut-être un petit peu moins de produits, donc que ce soit de lait ou de viande, puisque finalement l'efficience des protéines dans une ration elle diminue avec l'augmentation de sa concentration en protéines. Et donc l'idée là, c'est de pas gaspiller finalement, de moins gaspiller des protéines dans la ration.
Donc viser par exemple, au lieu de recommandations autour de 100 grammes de PDI par kilo de matière sèche, donc protéines, c'est l'unité qu'on utilise pour qualifier les protéines dans la ration des bovins. Et ben, on peut plutôt, se restreindre à 90-95 sans pour autant avoir, une très grosse, une très importante, baisse de produits, par exemple de production laitière. Donc le troisième grand levier, c'est bien de produire des protéines par les fourrages et la prairie. Clément l'a bien dit tout à l'heure, la plupart des protéines, données, aux animaux passent par les fourrages. Et puis, bah, le dernier levier qui est un peu on va dire la complémentation, c'est de produire ses propres concentrés ou d'utiliser des concentrés qui sont produits localement, via, des coproduits ou alors, des coproduits comme par exemple des tourteaux, des drêches, et cetera. Heu et donc tu peux passer à la suivante et donc moi mon topo va plutôt, se baser sur la partie produire des protéines par les fourrages et la prairie, puisque c'est ce qui a été, beaucoup testé dans le cadre du projet Cap Protéines et également heu heu, ce qui ce qui permet finalement, plus facilement, d'améliorer l'autonomie protéique. Alors le premier grand levier de se produire des protéines par les fourrages et les prairies, bah, c'est bien exploiter tout le gisement de protéines que propose une prairie et pas, on parle souvent de la partie, printemps, pâturage. Évidemment, il y a plein d'autres moments où cette herbe, elle est, de très bonne qualité et très intéressante. Alors déjà, le premier levier qu'on peut voir là-dedans, c'est pâturer le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que les conditions climatiques semblent, semblent cohérentes et que le sol est portant, faire sortir les animaux pour valoriser tout de suite l'herbe qui pousse, c'est très important. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer la fertilisation, alors azotée, qu'elle soit minérale ou organique, plutôt organique quand même, mais il ne faut pas du tout, sous-estimer cette fertilisation, ce qui est souvent le cas dans les élevages, hein. On utilise plutôt, ces engrais pour, les cultures et non pour, l'herbe et donc là, bah, ce qui est à gagner, c'est une explosion de la pousse, une meilleure pousse avec une meilleure valeur alimentaire de l'herbe de mars à juin et puis, quand on se fait dépasser par, ces histoires de pâturage là avec beaucoup trop d'herbe par rapport au pâturage des animaux et ben, on peut également pratiquer la fauche précoce. Donc c'est-à-dire aller, faucher plus tôt, les prairies à des stades, moins avancés pour améliorer la qualité, heu, de l'herbe, c'est-à-dire, augmenter, sa part en protéines. Et puis ensuite, sur la deuxième partie de l'année et ben, puisqu'on a, régulièrement depuis quelques années, des périodes d'arrêt de pousse de l'herbe, sur, la période estivale et début d'automne et ben, c'est d'enrichir finalement, des prairies qu'on avait classiques, qui étaient souvent raigrats trèfle ou, raigrats à une légumineuse et bah, de les enrichir en légumineuses à plus de 40-50-60 de légumineuses, puisque ces légumineuses sont plus résistantes à la sécheresse et donc permettent, d'avoir, une ressource valorisable sur cette période-là. Pour la partie automnale et bien, c'est finalement diversifier ses couverts, c'est ressemer ces différentes prairies avec différents couverts pour, bah, pallier aux différentes saisons et pour avoir, du stock, à ces moments-là. Et puis, depuis peu là, dans les fermes expérimentales et puis, chez pas mal d'éleveurs d'ailleurs, au moins dans notre région, la Grand Ouest, c'est de faire pâturer cette repousse hivernale puisque, depuis quelques années et ben, les hivers étant, plus, chauds et on va dire moins arrosés, l'herbe continue de pousser l'hiver et donc il y a une certaine quantité de protéines aussi à aller chercher, durant cette période hivernale. On peut passer à la suivante. Alors quand on dit faucher et récolter tôt, qu'est-ce que c'est? Et ben, c'est en fait récolter, donc l'herbe au stade épi 15 centimètres. Donc ce qui fait entre les différentes coupes 4 à 5 semaines de temps de repousse et donc 4 à 5 coupes par an au lieu de 1 ou 2 quand on fait de la fauche, classique. Et donc ça, qu'est-ce que ça permet? Alors c'est ici les résultats, d'un essai réalisé à la ferme expérimentale de Trévarès dans le Finistère, où, finalement on voit bien là sur les 2 graphiques en bas à gauche,
que la fauche précoce permet d'améliorer la quantité, donc PDIN et PDIE, hein, ce sont les protéines digestibles dans l'intestin. Donc les valeurs protéiques de l'herbe lorsqu'on la récolte plus tôt. Et on améliore également la valeur énergétique ici en UFL, donc qui est l'unité utilisée pour le rationnement des animaux. Et donc dans des rations, alors 60 d'herbe, d'ailleurs les mon beurre c'est pas bon, 60 d'herbe, 40 de maïs. On a observé une plus grosse ingestion de matière sèche, puisque l'herbe est plus fraîche et plus tendre. Et puis une augmentation de la production laitière de quasiment 2 kilos par vache et par jour. Alors ici, ça n'a pas été réalisé dans un objectif de réduire la quantité de tourteaux, mais on pourrait imaginer que puisque on a réussi à améliorer la production, en réduisant la quantité de tourteaux dans le lot qui a reçu la l'ensilage d'herbes, enfin, fauches précoces, pourrait obtenir les mêmes performances zootechniques, on va dire, avec moins de tourteaux grâce à cet ensilage d'herbes plus précoce. Tu peux passer à la suivante. Alors, le 2e levier, c'est d'enrichir ces prairies en légumineuses et de les faire pâturer sur la période estivale pour remplacer une partie du correcteur. Donc ça, c'est également un essai qui a été réalisé pour le coup aussi à la ferme de Trévarez. Et l'idée ici, c'était de faire sortir des animaux dans des prairies à plus de 65 de légumineuses pour économiser, alors ici du tourteau de colza et un peu d'ensilage de maïs puisqu'on rapporte aussi de l'énergie grâce à ce pâturage. Et donc ici, alors c'est sur l'été 2021, donc bon, des conditions assez favorables à la pousse de l'herbe quand même. Les premiers résultats, c'était des performances laitières similaires entre le lot qui a été pâturé ces légumineuses avec 1,3 kg de correcteur en moins, par rapport à un lot totalement bâtiment avec 4,2 kg de tourteaux de colza. Tu peux passer à la suivante. Un 3e levier, c'est d'utiliser alors des prairies riches en légumineuses ou des légumineuses en pur, puisque, comme vous voyez là sur le tableau, tout est, un peu l'adéquation entre, un rendement en tonnes de matière sèche et puis un pourcentage de matière azotée totale, dans l'herbe récoltée. Et donc là, on voit bien que, finalement, l'ensilage de maïs, comme le disait Clément tout à l'heure, il est assez dépourvu. On a des bons rendements, mais il a très peu de de protéines finalement, enfin il permet de produire très peu de protéines à l'hectare et donc il est obligatoirement, complémenté par exemple, si on utilise du soja, 1 hectare de soja. Donc en sachant que, du coup, ce soja est principalement importé, donc ça donne des hectares, utilisés à l'extérieur de la France. Et donc ici, il y a toute une batterie de différentes graminées, et légumineuses qui peuvent être utilisées pour améliorer, l'autonomie protéique avec, vous voyez là des trèfles violets ou luzerne pure par exemple, qui peuvent permettre, d'obtenir une grosse quantité de matière azotée totale, enfin de protéines, heu, par hectare et donc, d'apporter plus de protéines dans une ration bovin lait. Tu peux passer à la suivante. Et enfin, le dernier levier là sur lequel j'ai appuyé sur la courbe de croissance de l'herbe tout à l'heure, c'est, le pâturage hivernal. Donc là, l'idée c'est de faire sortir les animaux quelques heures par jour pour aller, finalement gratter l'herbe qui pousse, à cette période-là. Donc ici, c'est également, des résultats d'essais, sur l'hiver, 2023, donc ça reste à consolider sur plusieurs hivers. Mais, ici, donc ça a été testé sur un troupeau en agriculture biologique, enfin conduit en agriculture biologique. Et donc l'idée, c'était donc sur une ration qui est déjà, vous le voyez, très autonome, hein, puisque, c'est quasiment que des aliments produits sur la ferme, à part quelques céréales du robot, je crois. L'idée, c'était de rajouter 3-4 heures de pâturage à un lot pour voir, quelles étaient, les performances, zootechniques derrière. Donc, en ce qui concerne la qualité de la prairie, on a quand même, de l'herbe qui est, de très bonne valeur alimentaire. Alors un petit peu plus faible que la partie printemps, mais qui reste quand même très correcte et très intéressante à aller chercher.
Et surtout, bah, du coup, ça permet et d'économiser. Alors ici, c'était du fourrage, mais on pourrait imaginer dans des rations sur lesquelles il y a du tourteau de soja, et bien de la, du tourteau de soja par rapport à cette herbe pâturée. Et puis là, alors dans le cadre d'un troupeau mené en agriculture biologique, ça a permis d'améliorer la production laitière, puisque la difficulté en agriculture biologique, c'est de réussir à équilibrer correctement les rations énergie-protéines avec des, hem, des aliments pas trop chers, puisque les concentrés sont évidemment beaucoup plus chers en agriculture biologique. Donc voilà, tu peux passer à la suivante. Et puis enfin, j'ai fait une alors ça pourra appuyer un peu le propos de Clément tout à l'heure. Ici, c'est un peu l'utilisation de graines, de protéagineux en remplacement, du tourteau de soja. Donc des essais qui avaient été réalisés, ici aussi dans l'Ouest à la ferme expérimentale des Trinotières, sur des animaux, qui produisaient entre 25 et 28 kilogrammes de lait, par jour. Et donc, chacune des graines a été testée, donc crue, broyée et aplatie, face à une ration tourteau de soja. Et donc, on peut remplacer grâce à ces essais, on a pu voir qu'on pouvait remplacer, 1 kilo de tourteau de soja par 2 kilogrammes 6 de pois, 2,5 kg de févrole ou 1,6 kg de lupin. Et donc pour bien pouvoir utiliser, ces graines, et ben, il faut bien les broyer et les aplatir pour, assurer l'ingestion des animaux. S'assurer que la teneur en amidon de la ration, elle excède pas 25 pour différentes maladies, métaboliques. Et donc bien surveiller la fibrosité de la ration. Et quand même, petit bémol sur ces graines, c'est que pour des bovins à très haut niveau de production, et ben, les graines de protéagineux, elles sont probablement difficilement utilisables en correcteur unique. Donc elles permettent de prendre un petit peu la place, du tourteau de soja, mais doivent, être complémentées quand même avec un aliment plus riche en protéines. Tu peux passer à la suivante. Et donc là, les 2 dernières slides que je vous propose, c'est, voilà, le projet Caprotéines s'est terminé en juin dernier. Donc il y a eu, dans ce projet qui a duré 2 ans, tout un tas de documents de produits, donc allant de fiches levier, témoignages, de plus de 300 éleveurs, je crois, sur, l'autonomie, protéique, en élevage, donc que ce soit bovin, caprin, ovin. Il y a également un dossier technique qui est sorti avec les différents leviers que je viens de vous évoquer, et puis, d'autres informations, très intéressantes. Des comptes rendus enfin d'expérimentation réalisées dans le cadre de ce projet-là, dans les différentes fermes expérimentales. Et puis, également des vidéos, pour expliquer des pratiques, réalisées, dans différents élevages. Et puis si tu passes à la suivante, il y a également des outils, heu des outils qui ont été construits, pour, accompagner, les éleveurs de bovins, enfin de ruminants, dans l'amélioration de l'autonomie protéique. Alors notamment dans les 3 premiers, donc Autocisel, c'est plutôt un outil qui permet de cibler, des leviers, par type d'exploitation pour améliorer l'autonomie. Alors c'est pas que protéique, mais il y a aussi, des leviers d'autonomie protéique. Il y a également un outil qui a été construit pour, réaliser un diagnostic, de l'autonomie protéique en élevage qui s'appelle Devotop, et également un calculateur de ration, heu, qui a été aussi construit, qui s'appelle Optimal, qui permet en fait, à partir, d'une matrice de prix et de prix d'aliments, disponibles et de quantité d'aliments disponibles, de réaliser, des rations soit à moindre coût, soit, le plus autonome possible, soit, un mixte des 2. Voilà. Et puis ensuite, MyLuzerne, c'est, bah, une application pour suivre l'utilisation, enfin la production de luzerne, pour les éleveurs ou les producteurs. Et puis Apigrass et Perpète, c'est plutôt sur la partie, prairie. Et donc Apigrass, c'est vraiment un outil de suivi des prairies, avec, les différentes périodes de fauche, des aides, la météo, et cetera. Donc, voilà, vous pouvez retrouver,
tous ces outils, alors soit via des formations par l'Institut de l'élevage, Autocisel est gratuit sur Internet, et Devotop, normalement, la plupart des organismes de terrain ont cet outil-là. Voilà, moi j'ai terminé, et donc les questions, ça sera à la fin si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Euh, donc voilà, merci Raphaël pour toutes ces informations. On voit bien que les instituts techniques, hein, l'Institut de l'élevage, mais les autres également, hein, se sont vraiment emparés du sujet. On a aujourd'hui plein de références techniques, des leviers qui ont été identifiés, qui ont été testés, euh, voilà, qui ont été diffusés sous plein de formes à destination de plein de cibles différentes. Donc je vous invite, si c'est pas déjà fait, à aller voir un peu tous les livrables qui existent sur le projet Cap Protéines. Il y a plein d'infos dedans. En tout cas, aujourd'hui, on a plein de leviers identifiés. Maintenant, les besoins, en fait, ça va être ce qui manque, c'est de mettre en musique tous ces leviers-là identifiés, mettre ça en place sur le terrain. Et finalement, l'objectif, ça va être de chercher une forme d'autonomie protéique, pas forcément à l'échelle de l'exploitation, mais à l'échelle du territoire. Pour faire ça, Raphaël en a parlé. L'idée, c'était son levier numéro un, c'était de redonner du lien entre les productions animales et végétales, c'est-à-dire que s'assurer qu'on est capable de produire suffisamment d'aliments, suffisamment de protéines pour l'ensemble du cheptel qu'on a sur le territoire. Ça va être le premier levier. Mais pour travailler là-dessus, il y a plein de verrous à déverrouiller. Et la nécessité, et ça sur l'ensemble de la filière de production. Donc il y a vraiment une nécessité de travailler de l'amont jusqu'à l'aval, mais de façon vraiment collective, de co-construire ensemble avec tous les acteurs de la filière des projets et mobiliser des différents leviers, différentes solutions à différents niveaux. D'un point de vue un peu organisationnel, j'en ai identifié ici quelques-uns, mais il y en a sûrement d'autres. En tout cas, sur la partie agronomique, le premier point, ça va être d'accompagner les agriculteurs, les techniciens vers la production de légumineuses, se réapproprier un peu toutes les itinéraires techniques qu'on a peut-être un peu délaissés, rémunérer les agriculteurs sur la prise de risque et les services qu'ils peuvent rendre via justement tous ces atouts pour l'environnement, l'allongement des rotations, etc. D'un point de vue organisme de stockeur, donc ça va être le deuxième point, il y a des enjeux autour de l'approvisionnement, le stockage, les flux logistiques. Typiquement, c'est le cas pour les filières soja français. Aussi besoin de créer des nouveaux outils de transformation dans la plupart des cas, des outils de trituration. D'un point de vue pour tout ce qui est alimentation du bétail, il y a des solutions adaptées à trouver à différents contextes. On l'a dit en introduction, il y a des contextes qui peuvent être très différents et il y a aussi plein de solutions qui peuvent être différentes, qui peuvent être trouvées et adaptées. Donc, on peut trouver des solutions, des substitutions possibles, accompagner un peu les éleveurs aussi vers cette démarche-là. Et plutôt sur la fin de la chaîne, les industriels, eux, ils ont un rôle à jouer parce qu'ils sont vraiment l'intermédiaire entre la production et la distribution. Donc un peu une plaque tournante, un rôle de facilitateur d'échange entre les discussions amont-aval, aussi un besoin de sécuriser un peu les demandes, les productions, et notamment là-dessus, on peut bénéficier des bénéfices carbone associés. En tout cas, pour avoir un peu cette dynamique collective, on peut s'appuyer sur des contrats multipartites ou en tout cas des projets multipartites et pluriannuels qui peuvent être portés par les industriels, mais qui peut aussi être porté par les distributeurs, hein, où là, on aura un peu plus le lien entre la production et le consommateur, mais aussi du coup certains leviers activés ou activables en mobilisant l'ensemble de l'amont et en sensibilisant, en valorisant tous les efforts qui peuvent être faits sur la chaîne de production auprès du consommateur. Donc voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place à tous les niveaux. Et finalement, c'est là où nous, Earthworm, on peut intervenir avec un rôle un peu de catalyseur pour créer justement tous ces liens entre les acteurs, essayer de trouver des solutions collectivement, de co-construire un peu les solutions de l'amont à l'aval, essayer un peu de boucler la chaîne, que le premier acteur de la chaîne d'approvisionnement ait conscience des contraintes et des enjeux en bout de chaîne et inversement.
Donc voilà, vraiment créer une sorte de synergie sur l'ensemble de la filière et des acteurs des filières. Donc voilà, on crée, comment concrètement on peut mettre ça en place, c'est créer une dynamique auprès de l'aval sur un territoire donné. Ensuite, remonter sur la chaîne d'approvisionnement, mobiliser et engager tous les acteurs intermédiaires et aller vraiment jusqu'en bout de chaîne, jusqu'à l'amont agricole et accompagner les changements de pratique, la transition voilà, de A à Z. Donc ça, c'est un peu théorique pour l'instant, je peux le comprendre, mais on va essayer de rendre ça un peu plus concret, notamment avec l'intervention de Marie-Pierre, qui va donner un exemple concret de ce qu'on a pu faire via le GT Innovation Protéines. Je te laisse la parole, Marie-Pierre. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien, Clément? C'est bon. C'est bon. Ok, donc comme le disait Clément en introduction, on a adapté le programme parce que finalement l'intervention d'Oxiane n'a pas été possible. Mais je vais vous parler de ce groupe de travail donc, qui a débuté en 2021 sous l'impulsion de Lidl, qui dans sa stratégie souhaite à la fois travailler sur la responsabilisation du soja importé et sur les alternatives locales en alimentation animale. Donc l'objectif était de réduire de 50% le soja importé dans les rations sur 4 filières animales, la poule pondeuse, la volaille de chair, le porc et la vache laitière. Donc sur un territoire en France plutôt nord de la France, Grand Ouest et le centre avec Sirio. Donc le GT a mobilisé 5 entreprises pilotes, donc des fournisseurs de Lidl, 50 élevages qui ont testé les nouvelles formules d'aliments et des produits finis qui, du coup, se sont retrouvés dans les rayons de plus de 900 supermarchés de Lidl. On en a parlé aussi, on a parlé de ce GT ce matin aussi dans le webinaire monogastrique, pour information. Donc, peut-être certaines personnes étaient là ce matin et il y aura peut-être des redites. Tu peux passer à la suivante. Donc notre rôle, et comme l'a déjà dit Clément, c'est de coordonner l'ensemble des maillons de la filière finalement, les fabricants d'aliments, les éleveurs, la coopérative, les industriels pilotes et le distributeur Lidl. On avait aussi du coup on a toujours aussi l'Institut Terre Innovia et la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France qui nous ont appuyés sur les aspects techniques. Ce qu'il faut retenir, c'est que au final, les essais qui ont été menés sur ces 4 filières ont permis de vérifier que le changement de ration n'avait pas d'impact zootechnique sur les élevages ou alors des impacts vraiment minimes qui pouvaient venir d'autres facteurs externes et d'impulser une dynamique d'approvisionnement français-européen parce qu'on a travaillé aussi à la frontière belge, d'où le fait que ce soit européen. Alors maintenant, le constat, c'est que pour sécuriser finalement un sourcing en protéines végétales locales, il faut aller plus loin et accompagner les agriculteurs et les éleveurs dans le développement des oléoprotéagineux et des autres solutions qui ont été mentionnées précédemment. Je peux passer à la suite. Donc, vous allez me dire, et les coûts? Bien entendu, dans les leçons apprises, sans surprise, relocaliser coûte plus cher face à un soja importé, un tourteau qui est prêt à l'emploi, qui est compétitif, et aussi face à des grandes cultures en France qui sont plus connues et rentables que les oléoprotéagineux. Donc, dans le cadre de ce groupe de travail, les coûts ont été partagés entre les acteurs de la filière. Mais il faut penser à l'après pour passer à l'échelle, pour justement diminuer ses coûts et avoir un impact sur le territoire. Parce que chez Earthworm, notre objectif, c'est vraiment d'avoir de l'impact et de transformer les choses sur le terrain. On pense qu'il faut avoir une réflexion systémique au niveau des exploitations et au niveau de l'aval aussi pour assurer une valorisation des protéines dans la durée. Donc avoir plusieurs acheteurs finalement, comme vous pouvez le voir sur la slide, de matières premières et produits animaux. Donc là, le modèle, c'est une modélisation, c'est quelque chose qui est adapté à quantifier en fonction des territoires et des filières animales. Mais en tout cas, on pense qu'il faut plusieurs sources de financement pour pouvoir à la fois inciter les agriculteurs et les éleveurs à transformer les pratiques et puis pour accompagner en fait ce changement de l'amont à l'aval, parce que ça nécessite, comme le disait Clément, beaucoup de coordination. Donc là, on peut voir différentes sources finalement entre la contribution des acheteurs, donc côté plus aval, distributeurs, entreprises, coopératives, les crédits carbone et puis des subventions publiques
parce qu'on est vraiment sur des enjeux et des filières aussi à recréer finalement. Et on a besoin de plusieurs sources de financement. Donc, finalement, le GT Innovation Protéines, c'était en tout cas du côté Earthworm, le premier projet qu'on avait sur ce sujet des protéines en alimentation animale. Là, on est en train de déployer un modèle que vous pouvez voir sur la slide dans les Hauts-de-France dans un premier temps, avec plusieurs acheteurs côté aval de protéines en valorisation animale et avec l'objectif de déployer un programme d'accompagnement pour les agriculteurs, les éleveurs et les techniciens de la coopérative, en l'occurrence là, donc le groupe Noriap, ceci en partenariat avec l'Institut Terrinovia. Donc finalement c'est quelque chose. Ce projet s'appelle Protéisol. Pour l'instant, il est en cours de construction. Il est né en début d'année parce qu'on avait aussi on a vu passer un appel à manifestation d'intérêt sur les protéines végétales et les alternatives, un AMI qui a été lancé par les 3 régions Hauts-de-France, Normandie et Grand Est. Donc nous, on a un bureau à Lille, hein, on est basé dans les Hauts-de-France, on est également présent à Lyon. Donc ce projet Protéisol qu'on a écrit et qu'on est en train de retravailler actuellement avec les partenaires, il vise à structurer la production et la demande en protéines locales pour améliorer l'autonomie protéique et la durabilité des élevages. Pour la filière spécifique bovin-lait, on aimerait aller au-delà de l'alimentation animale, donc on va traiter les autres enjeux de durabilité auxquels les éleveurs font face. Donc voilà, on est en lien avec la région Hauts-de-France à ce stade, avec peut-être des financements publics qui pourraient venir en plus d'autres financements en 2024. Et alors, pourquoi le terme sol dans Protéisol? Parce qu'on souhaite travailler en parallèle sur la santé des sols via le programme Sol Vivant, qui a été créé en 2018 par Earthworm Foundation et dans laquelle la coopérative Noriap est d'ailleurs déjà engagée. Donc, je vais laisser Clément vous en parler brièvement parce que c'est une ouverture finalement sur les enjeux plus globaux d'une exploitation laitière. Merci Marie-Pierre. J'ai vu que Marie avait fait un petit rappel, mais je le redis à l'oral. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Mais oui, donc comme Marie-Pierre l'a dit, là, dans le GT Innovation Protéines, c'était comme une approche pré-alimentation animale. Là, on cherche un peu à avoir une approche un peu plus globale et finalement, la porte d'entrée qu'on a pris, notamment via le programme Sol Vivant, j'en ai parlé très brièvement en tout début d'intervention, c'est l'approche via le sol. Pourquoi le sol? Parce que le sol, finalement, c'est un bien commun, hein. C'est la base de tout système agricole. Et c'est vraiment sur ça que l'éleveur va capitaliser pour produire du lait, des céréales, etc. Donc finalement, avec cette approche-là, vraiment sur le sol, on essaie d'avoir une approche pragmatique, validée scientifiquement, hein. L'idée, c'est pas de réinventer des méthodes, mais de s'appuyer sur des méthodes qui ont été validées voilà, validées scientifiquement pour mesurer vraiment, on a vraiment un objectif de résultat, mesurer des résultats et de l'impact. Via ces approches, c'est vraiment une approche inclusive. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum d'impact et donc de mettre en mouvement un maximum d'acteurs et d'agriculteurs. Et finalement, ce qui est vraiment intéressant et ce qui peut qualifier vraiment ce type d'approche, c'est de croiser à la fois une approche systémique à l'échelle de la rotation des systèmes de production et une approche filière. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'un polyculteur éleveur qui produit à la fois du lait, des céréales et des pommes de terre, par exemple, il va travailler, lui, sur l'ensemble de son système de production, l'ensemble de ses rotations. L'idée, c'est qu'il puisse valoriser à la fois ce changement de pratique, à la fois sur sa production de lait, à la fois sur sa production de céréales, sur sa production de pommes de terre. Et finalement, travailler à l'échelle du territoire, mais aussi à l'échelle de l'ensemble des filières. Donc vraiment croiser, c'est ça qui caractérise le mieux, je trouve, cette approche, c'est la croisée entre territoire, filière et système de production. Donc voilà un peu l'approche globale. Comment concrètement, je vais passer rapidement, je voudrais laisser un peu de temps en question, mais rapidement, on s'appuie sur 3 piliers. Le premier, ça va être de la mesure. On a créé un référentiel avec différents indicateurs pour mesurer justement, mesurer de l'impact, mesurer du résultat.
Ça nous permet aussi de faire un diagnostic initial, un diagnostic intermédiaire et final. Et finalement, ces diagnostics vont aussi nous permettre d'adapter l'accompagnement technique, parce que l'objectif, c'est d'accompagner techniquement les agriculteurs vers des changements de pratiques. Donc pour faire ça, on s'appuie sur des diagnostics, on identifie des leviers, on les met en place. Et cet accompagnement technique, on s'appuie sur vraiment un maillage territorial qui existe déjà. Nous, on a une certaine expertise technique, mais on n'est pas omniscient. Et par contre, on n'est pas non plus, je vous disais, on est une cinquantaine, donc on n'est pas non plus en capacité d'aller partout sur le terrain. Donc voilà, on s'appuie vraiment sur des acteurs qui sont déjà présents dans cet accompagnement. Je vous parlais de co-construction, on est vraiment là-dedans. Finalement, le troisième pilier, ça va être de valoriser économiquement les services rendus par les agriculteurs, services environnementaux, et c'est de limiter le risque pour eux de cette transition. Donc on va s'appuyer également sur la mesurer des résultats pour valoriser au plus juste et avoir un surplus au plus juste économique par rapport à ce que l'agriculteur a pu fournir comme travail et du coup comme impact. La dernière diapo sur cette approche, après ça sera la conclusion et j'arrête. Voilà, parce que juste pour insister sur le fait que cette approche est vraiment une approche multi-enjeux. On va essayer de travailler sur le sol, sur le climat, sur la biodiversité, sur l'eau. Et c'est ce qu'on voyait en introduction, c'est que la relocalisation de la protéine dans l'alimentation des ruminants, elle permet notamment, c'est vraiment un des leviers qui va nous permettre de travailler sur l'ensemble de ces enjeux-là et d'améliorer, préserver les sols, réduire l'impact climatique, améliorer la ressource en eau, la biodiversité, travailler sur l'autonomie et donc la résilience des exploitations. Donc il y a vraiment un enjeu relocalisation de la protéine à ce niveau-là. Et finalement aussi, un autre aspect de la méthode, c'est que on sait très bien que les besoins des agriculteurs, des coopératives et des industriels ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils n'ont pas besoin du même niveau de suivi, ou en tout cas pas sur les mêmes indicateurs. Donc une des particularités aussi de ce qu'on a pu créer, c'est qu'on a vraiment essayé d'adapter notre référentiel et nos indicateurs aux différentes cibles pour qu'ils puissent avoir rapidement les infos qui les intéressent, mais aussi avoir une info assez globale. Donc voilà. En conclusion rapidement, ce qu'on s'est dit là dans l'heure qui a précédé, c'est que relocaliser la protéine via les légumineuses fourragères ou via les oléoprotéagineux, ça peut avoir de nombreux bénéfices sur la résilience d'exploitation, sur la protection de l'environnement, sur le changement climatique, via la réduction des émissions, via l'augmentation du stockage carbone, etc. Mais finalement, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'accompagner les agriculteurs et les éleveurs techniquement, mais aussi économiquement, c'est de réduire le risque pour eux. Aujourd'hui, on a une multitude de références, on a plein de leviers qui ont été identifiés par les différents instituts techniques. Il faut aujourd'hui les mettre en musique, les diffuser sur le terrain. Et donc ça, il y a un besoin d'accompagner l'ensemble des acteurs, de l'amont à l'aval, en prenant en compte bien sûr qu'on travaille sur du vivant. Et qui dit travailler sur du vivant, c'est dit aussi incertitude liée aux conditions climatiques sur les fourrages, liées à plein de choses qui peuvent arriver. Et donc finalement, c'est sur des temps, on va pouvoir aussi travailler sur des temps plus ou moins longs, notamment en bovin viande. On est sur un pas de temps qui est du mois, voire de l'année. Donc voilà, avoir aussi bien ça en tête que c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir révolutionner l'élevage ou l'agriculture française. Et finalement, il y a aussi une question de la compétitivité. Marie-Pierre en a aussi très bien parlé, c'est que relocaliser, ça a un surcoût. En tout cas, aujourd'hui, face à un tourteau de soja très compétitif, ça a un surcoût. Et donc, ça veut dire essayer d'innover aussi sur des modèles de financement un peu où chacun peut avoir une part de responsabilité. On va combiner des financements publics, des financements privés, etc. Donc, vraiment avoir tout ça, c'est toujours la même idée d'essayer d'avoir une approche très globale dans la co-construction entre les différents acteurs des filières et des territoires. Donc voilà, il reste 5 grosses minutes pour des questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des choses dans le chat. Je vais arrêter mon partage.
Alors moi, je vois rien dans le chat. Je sais pas si c'est que j'ai pas les droits ou si c'est qu'il n'y a pas de questions. Alors, tu m'entends, Clément? Oui. Oui. Il y a une question qui est sur Earthworm, pour nous. Sur quel type de production aujourd'hui on travaille sur l'agriculture régénératrice? Alors sur quel type de production? Bah, je l'ai dit initialement, on travaillait principalement sur des cultures, donc les grandes cultures. Voilà, pommes de terre, tout ce qui est céréales, les légumes. Et bah, petit à petit, on est amené à travailler également sur la partie production animale. Et comme on l'a vu, hein, on travaille sur l'ensemble des filières, hein, aussi bien volailles, porcins que ruminants. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'englober un maximum de production sur l'ensemble du territoire français. De mon côté, j'ai pas reçu d'autres questions. Ok, bah, c'est qu'on a été très clair alors. Et bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. En tout cas, n'hésitez pas, si besoin, à nous renvoyer un mail, hein, si vous avez des questions qui vous arrivent ou besoin de renseignements complémentaires. Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, hein, on va vous envoyer le lien vers le replay et puis le support de présentation. Donc, merci Raphaël, hein, pour ton intervention. C'était parfait niveau timing. Et puis, merci Marie-Pierre aussi pour ton aide et merci Marie à la technique. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Bon après-midi, au revoir.